Vous écoutez Colombie Carnet Voyage, une émission des colombisurmesures.com. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier, un sujet chaud et un sujet assez sensible. On va s'approcher justement à la vie de Pablo Escobar à partir d'un récit qui va nous inviter pas justement à connaître sa vie, mais aussi à comprendre comment aborder ce sujet sensible lorsque vous êtes en voyage en Colombie. Donc aujourd'hui, nous plongeons dans la vie tumultueuse de ce personnage qui a divisé l'histoire du pays. Forcément, on peut comprendre la Colombie avant et après la vie du baron de drogue et chef du cartel de Medellín, Pablo Escobar. Surtout, plus récemment, grâce à la notoriété que les films, les documentaires et les séries télévisées ont donné à ce personnage. Donc, on vous invite aujourd'hui à découvrir bien la vie plus que riche de ce personnage, mais aussi très controversé. Alors, restez avec nous pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de cet personnage, de cette personnalité, et aussi de comment ça a impacté l'histoire de la société et de ce beau pays qui est la Colombie. L'histoire de Pablo Escobar commence à partir des fins des années 40. Il est né dans un petit village justement à l'extérieur de Medellín. Et particulièrement, ainsi comme quand on essaie de comprendre l'histoire de la Colombie, on comprend un contexte très violent. C'est que exactement lors de sa naissance, il vit justement une époque qui est assez particulière. Les conservateurs et les libéraux facilement s'assassinaient les uns les autres dans le pays. Plus particulièrement, la couleur de votre maison ou même l'affiliation politique du directeur d'une école pouvait justement vous mettre en danger. Alors, M. Pablo Escobar rentre un risque à cause du fait qu'il allait dans une école publique dont le directeur avait justement une affiliation politique en particulier et finalement il a subi exactement ces événements violents, marquants qui l'ont poussé, comme pas mal de Colombiens, à justement se déplacer du contexte rural et s'installer dans le contexte urbain, dans l'une des grandes villes du pays. Notamment, à côté de Medellín, la famille d'Escobar s'installe à Envigado et finalement, à partir de là, c'est qu'il commence sa petite vie criminelle avec justement des crimes qui commencent petit à petit à évoluer et démarre à partir de tout ce qui est le pillage de tombes, mais aussi qui passe par le contrebande et ça commence idéalement à transformer cette dynamique de trafic de drogue en ramenant justement du cannabis du sud du continent, des pays comme l'Équateur, comme le Pérou, et il le faisait rentrer justement en Colombie pour ensuite l'exporter vers les États-Unis. On vous rappelle bien, justement, on parlait à l'époque de ce qu'on appelait le boom de la marimba localement en Colombie, ou justement l'explosion de l'industrie de cannabis, notamment une demande incroyable à partir des États-Unis. Et tout cela va le pousser à faire une connaissance remarquable. Justement, l'un des événements les plus fondamentaux pour comprendre comment ce monsieur va développer exactement l'entreprise et l'empire de drogue le plus puissant du continent et du monde, peut-être à l'époque, à partir justement de la rencontre de Griselda Blanco, la femme qui va lui apprendre qu'il ne fallait pas traîner ou il ne fallait pas justement travailler avec l'exportation de cannabis, des drogues soft, mais plutôt se concentrer à la poudre, s'est concentré justement à cet intérêt et cette explosion de demande de drogue dure à partir de Florida, particulièrement à partir de Miami. Avec justement cette alliance, Monsieur Pablo Escobar va développer quelque chose de très particulier. Rappelons-nous, le terme cartel, ça veut dire exactement que c'est un terme économique et ça veut dire qu'on contrôle justement la production ou les moyens de production d'un tel produit. Particulièrement, ce qu'il est arrivé à contrôler, c'est les routes, parce que petit à petit, ils vont développer justement
à travers des alliances avec des administrations, des gouverneurs et surtout à partir de pas mal d'extorsions. Justement, ils vont contrôler les routes de trafic en commençant ou en partant à partir de la Colombie, et ça a commencé à monter vers les territoires des Caraïbes, des pays comme le Panama, comme les différents pays dans l'Amérique centrale, pour monter ensuite vers les îles des Caraïbes et finir justement dans les côtes de la Floride. Donc justement, l'un des éléments fondamentaux pour comprendre la vie de Pablo Escobar, c'est qu'il va faire une grosse erreur. Plus ou moins aux années, il commence à développer toutes ses activités criminelles à partir des années plus ou moins 70, mais l'une des grandes erreurs, il va le commettre exactement vers les années 80, lorsqu'il essaye de rentrer en politique. Il devient justement le deuxième remplaçant d'un fonctionnaire du Conseil de Medellín, ça veut dire l'équivalent du système de justice au niveau municipal. Alors, cela, justement, va le mettre en danger et devant l'œil public parce qu'un journaliste se dit, du coup, je reconnais cet entrepreneur qui s'est fait élire en tant que deuxième remplaçant du Conseil de Medellín et il va le repérer. Et il commence justement à diriger toute une enquête à l'intérieur de son journal et les spectateurs. Et avec son équipe, ils vont trouver justement la photo de la fiche de prison d'un plus jeune Pablo Escobar qui s'est fait choper à cause du trafic de cannabis depuis le sud du continent. Alors, donc, c'est un grand événement parce qu'il met à la une de l'Spectateur les deux photos et il pose la question au pays. Est-ce que c'est vraiment ce type de représentant qu'on veut pour nous? Et finalement, ça va le rendre un ennemi et objectif militaire numéro 1 du cartel de Medellín. Et ça va être aussi le moment qui déclenche un peu la période de tension et de stress avec exactement l'État et la structure criminelle dont Escobar était le leader, le cartel de Medellín. Eux, d'un côté, ils se battaient pour que le gouvernement colombien bloque justement l'extradition des Colombiens, des criminels colombiens vers le nord du continent, vers les États-Unis. Et finalement, l'administration fait tout en sorte pour justement la mettre en place. Ça va être justement un point de déclenchement de beaucoup de stress et particulièrement c'est pourquoi l'année de ma naissance justement c'est l'une des périodes les plus pénibles. La fin des années 80 en Colombie, c'est justement l'une des périodes les plus violentes de notre histoire. Alors le rôle d'Escobar justement dans la Colombie moderne reste finalement une partie importante de notre passé. Moi, en tant que voyagiste, en tant que conseiller de voyage, c'est vrai que j'ai plus la honte justement de parler. Beaucoup de personnes plus âgées me disent « Bravo, oui, tout à fait, parce que tu n'as pas vécu exactement cette époque-là. » Et c'est vrai, tout à fait. Et pourtant, j'essaie de rester d'esprit ouvert parce que je comprends que tous les visiteurs, toutes les personnes qui se rendent en Colombie ont une curiosité à peine naturelle de découvrir l'histoire de la vie de ce personnage si controversé. Pourquoi je parle d'un personnage controversé? Parce que finalement, c'est vrai que si on pose la question en colombien, il faudra, ça dépend à qui on demande, on aura des versions différentes. Donc, on pourrait demander à quelqu'un à qui Escobar a donné justement un boulot ou des bénéfices ou à quelqu'un à qui peut-être il a même bénéficié avec la construction d'une maison. Parce qu'il faut le dire, il a justement, comme beaucoup de gens le disent, il a été une espèce de Robin des Bois colombien qui a même construit l'équivalent à... aujourd'hui, ça correspond dès le début à une communauté de plus ou moins 300 maisons, justement des personnes qui sont logées dans une montagne de déchets, dans une ancienne déchetterie, et il les a tous relocalisés dans un point qui correspond aujourd'hui en 2024-2025 presque à 5000 maisons, ça veut dire 5000 familles où on va à l'intérieur de ces maisons-là et finalement on va trouver une photo de
bien possiblement la Vierge Marie, Jésus-Christ et aussi une de Pablo Escobar. Par contre, on va aussi justement parler de ces familles qui le reconnaissent comme un psychopathe, comme quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, comme quelqu'un qui a recruté des enfants pour être des soldats à l'intérieur de son structure criminelle, et quelqu'un qui a recruté des petites adolescentes pour les prostituer justement parmi ces bandes de criminels. Alors oui, tout à fait, en fonction de à qui on demande, on aura une version différente. Il y a même un tableau de Maestro, l'artiste colombien Maestro Fernando Botero, qui a justement abordé ce sujet de la dichotomie des pourquoi le peuple colombien observe Pablo Escobar d'une manière ambivalente finalement. Alors aujourd'hui, lorsque vous allez planifier votre voyage en Colombie, moi je ne veux pas justement vous décourager à découvrir ces sujets comme beaucoup d'autres agences ou voyagistes peuvent le faire. Moi je vais plutôt vous inviter à faire la découverte, pas à travers des dynamiques un petit peu malsaines, mais surtout à travers les sites, disons, particulièrement créés et pensés pour aborder ce sujet sensible. On va parler particulièrement comme par exemple du musée du mémorial à Medellín qui a pour but exactement prendre les informations et les données et les informations, tout ce qui est objectif pour justement discuter ces sujets et le traiter de différentes manières, à partir de la vision des artistes, à partir de justement la mise en scène des photojournalistes, à partir de justement le travail de observation et d'enquête un petit peu partout dans la région, mais aussi par exemple à partir de la découverte finalement de ce qui était l'ancienne maison ou l'ancienne villa, particulièrement celle qui se trouve à l'intérieur du quartier le plus à l'aise de Medellín, le quartier de Poblado, qui a été transformé justement en site de mémoire et qui aborde justement à travers une narrative très respectueuse le sujet de comment la guerre de ce qu'on appelle le narcoterrorisme et les structures narcoterroristes a affecté pas que Medellín, mais aussi Cali, Bogota et le reste de la dynamique nationale à cette époque-là. On peut parler facilement de cette partie de notre histoire comme une petite partie d'un plus grand contexte qu'on appelle le conflit armé colombien. Et lorsque vous allez visiter ce type d'endroit, vous allez pouvoir justement identifier comment ces types de dynamiques ont touché négativement l'histoire du pays, mais aussi je vous encourage absolument à discuter avec les gens, discuter avec les personnes et parlez-en aux Colombiens parce que chacun a une version particulièrement unique concernant cette époque de notre histoire. C'est vrai que finalement, si on part de ce sujet, on peut comprendre que le boom de marketing qui a généré l'apparition de ce personnage et de son histoire dans une plateforme comme Netflix, ça a créé justement, ça a mis la Colombie dans une espèce de spotlight fondamental, et beaucoup de Colombiens, de personnes dans le monde entier parlent colombiens qui sont à l'étranger et veulent aussi écouter une version de cette réalité. Alors des conseils justement pour se rendre en Colombie et rester un peu, un peu à la limite et rester très respectueux envers ces genres de dynamiques, c'est justement attachez-vous à la réalité locale. Soyez conscient de la réalité locale, posez des questions de manière respectueuse et surtout, venez pas avec peut-être une chemise ou une casquette ou quelque chose, un souvenir de ce monsieur en particulier, parce que peut-être la personne avec laquelle vous allez discuter finalement aura justement une vision bien possiblement négative de ce sujet.
Même si, il ne faut pas le cacher, il y a des personnes qui ont plutôt une espèce d'idolâtrie, une espèce de... ils le considèrent un personnage pop en Colombie, mais aussi dans le monde entier. Alors, deuxième recommandation, explorer au-delà les stéréotypes. Donc, si vous venez en Colombie, justement, essayez de comprendre qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit sur les séries télévisées et sur les documentaires et sur les films. Essayez de vous ouvrir envers justement la culture qui est dans le pays et comment justement nous en tant que Colombiens on va vous accueillir et nous on va essayer de vous donner une version mais on va essayer aussi concernant ce thème et ces sujets sensibles mais on va essayer aussi de vous faire découvrir les autres aspects qui sont aussi importants de notre vie et de notre société, la musique, un peu la gastronomie, la beauté des paysages, aussi la beauté de finalement les Colombiens en général. Donc finalement, la troisième question forcément serait rentrer en contact avec énormément de Colombiens de partout où on pourrait justement avoir une opinion, une conception complètement différente concernant ce sujet assez sensible, mais ça fait partie justement de s'imprégner de la culture d'un pays, aller visiter, poser des questions et ne quitter pas que avec la version qu'une émission télé ou un documentaire vous a donnée. Donc, chers amis, je pense que pour l'instant, c'est une petite introduction. C'est vrai que ça a été assez rapide, mais on voulait bien partager avec vous un petit parti de l'histoire de la vie de ce personnage si complexe qui a marqué l'histoire du pays. Et nous espérons que cela vous a donné une petite perspective plus nuancée de ce qui est la Colombie dans cette époque obscure. Et comment justement on fait des efforts pour rester résilient et pour surtout essayer de dépasser et faire beaucoup plus et évoluer envers d'autres choses. À la prochaine fois et pour un nouveau épisode et des nouvelles histoires concernant la Colombie. Et moi, c'est Braulio et voilà, ça a été justement l'émission Colombie Carnet Voyage. Merci et à la prochaine fois.